bonsoir à tous. Je fais un petit mot avant de je parler. Très court, pour dire simplement que la démarche que l'on a eue à l'agence, c'était au moment de constituer l'équipe pour le projet, pour le concours de l'hôpital Nord, il y avait toute une réflexion sur quelle équipe monter, quel partenaire choisir. Et à ce moment-là, on a réfléchi sur le fait de travailler avec une agence de paysagistes qui avait une approche du paysage qui pouvait correspondre en tout cas à l'idée qu'on se faisait de qu'est-ce qu'un paysage dans un bâtiment qui est très dense, très grand, dans un milieu urbain, et qu'est-ce qu'on peut développer qui peut être intéressant avec des partenaires qu'à ce moment-là on ne connaissait du coup pas du tout. Donc j'ai été fureté sur internet, voir un peu ce que faisaient les uns les autres, parmi les paysagistes qui travaillaient dans les Réinventer Paris, parmi les paysagistes qui travaillaient sur Réinventer la métropole. Et puis j'ai découvert le travail de Bassinet Turquin, Grégoire Bassinet et Turquin, et notamment un bâtiment, un projet qui m'a intéressé, qui est ce qu'ils ont fait comme travail pour le bâtiment de Centrale Supélec, avec Hugo Meyer, où ils ont réinvesti un patio du bâtiment en créant un véritable paysage, à mon sens, et un paysage qui est petit dans sa dimension, mais qui a comme ça une grande force. On présentera. Voilà, et donc à partir de là, j'ai été plus loin, j'ai vu ce que vous avez fait pour la scène musicale, etc. Et je me suis dit, mais tiens, Blanco, j'ai appelé Grégoire, on s'est vu, et puis voilà, et maintenant on travaille ensemble sur le concours de l'hôpital Nord. Donc vous allez me montrer ce que vous faites. Sauf ça. Non, y compris ça. Surtout ça. Ouais, des oreilles. Voilà. Du coup, ben, merci déjà. On n'a pas l'habitude de faire ça, c'est atypique pour nous. Même si on a déjà fait des conférences, on n'a pas fait des conférences qui montraient notre travail, on a fait des choses qui est par notre rapport à l'image, parce qu'on a l'agence un rapport à l'image particulier. Là, évidemment, on ne va pas le développer. Nous, quand vous nous avez proposé ça, on s'est posé la question de quelle conférence, sachant qu'on s'imaginait que ça allait être une audience d'architectes, et qu'évidemment, cette audience-là influençait ce qu'on allait vous raconter, quoi. On s'est dit qu'on n'allait pas vous raconter, on n'allait pas vous expliquer juste des projets, parce que les concepts, ça bourre le crâne de tout le monde, et puis après, on en a ras-le-bol, quoi. Donc voilà, donc ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait vous raconter des histoires. C'est pour ça qu'on voulait choisir un nom de roman ou de film. Et au départ, on avait pensé à Amour et Préjugés. Mais en fait, Amour et Préjugés, c'est un film, c'est un AV en fait. Donc du coup, en termes de nom de conférence, c'était mieux. Mais du coup, on a pris Orgueil et Préjugés. Orgueil, bon, on va pas parler d'orgueil ce soir, hein, mais c'était mieux qu'un AV. Donc voilà. Et du coup, on va vous raconter des histoires, et l'idée aussi c'était de rentrer un peu dans les projets et d'expliquer ce qui s'est passé avant, après, ce qui a motivé tel ou tel projet, peut-être éventuellement de parler de déception éventuelle. En l'occurrence, on fait cette conférence-là qu'on a entamée lors du DSA pour le DSA de Marne-la-Vallée, de l'école d'archi. Et Eric Alonso, qui dirige le DSA, m'avait demandé une conférence sur une présentation sur la représentation. Il m'avait dit, pour les étudiants, c'est bien aussi d'avoir des exemples qui foirent, d'avoir des exemples négatifs. Et du coup, c'est aussi ce qu'on s'est appliqué à voir. Évidemment, l'objectif, ce qu'on s'est mis comme objectif, c'est de vous montrer, au travers de notre petite expérience, les rapports qu'il peut y avoir entre architectes et paysagistes. Du coup, de ce point de vue-là, évidemment, on fait la sélection de projets, elle est particulière. Il faut bien imaginer que nous, agence de paysage, on ne fait pas que ça. On fait aussi des projets, par exemple, territoriaux, mais là, qui n'avaient pas de résonance avec l'objet de la conférence. Et on fait aussi des projets très paysages, ou uniquement végétal, ou des choses qui n'exploitaient pas du tout le rapport entre architectes et paysagistes. Donc là, évidemment, pour le coup, si vous êtes intéressé par le travail de l'agence de manière globale, allez voir sur notre site, il y a d'autres projets. Version le site et version image. Oui, voilà. Ouais, si vous aimez le texte, vous pouvez regarder la partie texte. Du coup, je prends un peu la parole.
Grégoire Bassinet. Et l'agence Bassinet Turquin, on l'a créée il y a 10 ans. Rémi et moi, tous les deux, on est issus de la même école, à Blois, école de paysagiste. Et on a pendant tous les deux, 5 ans après l'école, travaillé dans des environnements un peu différents. Moi, surtout dans les agences de paysage, à faire des projets sur du long terme. Rémi racontera un peu son rapport un peu différent, enfin son parcours un peu différent. L'agence, donc du coup, on a fêté les 10 ans cette année. On est une équipe de 7 personnes aujourd'hui. En 2014, déjà un peu d'avance, on a été lauréat des albums des jeunes architectes et paysagistes. Cette promotion-là des albums des jeunes architectes et paysagistes en 2014 a été un peu particulière parce qu'on a fait un collectif AJAP 14. Et parce que voilà, d'un point de vue générationnel, on avait tout de suite senti avec les archis et les paysagistes de cette promotion-là qu'on avait plus de force ensemble que chacun de notre côté, avec nos petites agences et nos petits moyens de part et d'autre. Cette expérience avait abouti, le point d'orgue de cette expérience-là, on a fait des concours ensemble, des concours d'idées, et on avait abouti à la participation au commissariat de la Biennale de Venise, en commissariat avec Frédéric Aubras, Frédéric Bonnet, de l'agence Aubras. Voilà, du pavillon français à la Biennale 2016, sur le thème d'une nouvelle richesse. Et donc, notre agence, depuis le début, et ce qu'on partage avec Rémi, c'est une vision du paysage généraliste, d'être vraiment considéré comme des paysagistes, et se concentrer sur le paysage, c'est déjà assez vaste comme ça, dans ses dimensions vivantes, dans ses dimensions culturelles, enfin dans toutes ces dimensions. Et c'est vrai que... Ce que veut dire Grégoire par là, c'est que par exemple, on ne se dit pas urbaniste. Ce qui ne nous empêche pas d'aborder des projets urbains et des projets de territoire et tout ça, mais toujours sous l'angle du paysage. Et on sait en tant que paysagiste que beaucoup de gens qui ne sont pas éventuellement des architectes se proclament paysagistes et c'est gênant. Et du coup, on ne le fait pas avec d'autres professions, donc du coup, on n'est pas urbaniste. Voilà. Éventuellement, pour compléter, le Blois, ça a comme particularité aussi de l'école de Blois, qui est une très bonne école, qui a comme particularité d'être à Blois. Et donc, du coup, par exemple, par rapport à d'autres écoles de paysage, on n'était pas en contact avec des architectes. Et pour nous, il y avait des magazines, on était un peu au courant, il y avait 2-3 profs qui ont été vaguement architectes ou je sais pas quoi. Mais du coup, les architectes, c'était quand même une espèce un peu inconnue quand on est sorti de là et on en connaissait peu. Et on pouvait avoir quelques préjugés, peut-être. On peut avoir quelques préjugés. Voilà. Et il s'avère donc que Grégoire a eu le parcours qu'il a décrit. Moi, du coup, j'ai travaillé 1 mois chez Base, 3 mois chez Orbicus, et ensuite, par des concours de circonstances, j'ai, notamment par l'intermédiaire de Jalil Amor, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui travaillait aux ateliers Jean Nouvel, il m'a dit « Ah bah, t'as qu'à essayer de… » Là, et du coup, j'y suis allé. Donc j'ai travaillé aux ateliers Jean Nouvel, donc c'est un rapport à l'architecte qui est forcément particulier. Je suis resté 2 ans, et j'en veux pour preuve. Voilà, petit cadeau, petite blague. Voilà, donc j'ai travaillé pendant 2 ans aux ateliers Jean Nouvel, et ensuite je suis parti à OMA. Donc voilà, et là c'était le cadeau de départ des ateliers Jean Nouvel. Voilà. Donc ça, c'est un rapport aux architectes. Il y a des blagues. Hein. Ensuite, on est aussi dans l'équipe de Pasta. On a gagné l'Archicup cette année. Voilà. Voilà, tout ça pour dire quand même que le rapport avec les architectes, il s'est construit sur différents angles aussi. Enfin, voilà. Et ça, c'est important aussi. Chaque projet, c'est une relation voilà, avec tous ces paramètres. Et il s'avère que pour le coup, alors pas pour Pasta, mais le fait d'avoir travaillé chez Nouvel et à OMA, encore une fois, on a démarré avec… quand on est sorti de l'école, c'était une espèce étrangère, les architectes. Clairement, après ça, c'était plus le cas, quoi. Et je pense que pour le coup, ça a été, je crois, un vrai avantage parce que
En l'occurrence, je crois qu'on l'a acquis maintenant définitivement, mais moi, dès le départ, dès la création de l'agence, quand les architectes parlaient, je savais ce que ça voulait dire. Je sais que dans l'architecture, il y a des batailles, il y a des courants, des choses assez contrastées, et c'était quelque chose qu'on comprenait assez rapidement, quoi. On ne faisait pas, évidemment, pas le même projet en fonction de l'architecte avec qui on travaillait. D'ailleurs, ça, c'est aussi notre caractéristique de l'agence, c'est qu'on essaye de... je crois qu'en tout cas, on s'efforce de ne pas avoir de style. On n'a pas de méthode attitrée. On essaye de voir un petit peu comment le projet nous guide. On ne réutilise pas de détails. Voilà. Donc à chaque fois, on essaye on profite. Et c'est une vraie joie, du coup, aussi de changer à chaque fois et de réinventer des trucs et tout ça, même si parfois c'est un peu des pertes de temps. Peut-être qu'on peut expliquer un peu déjà concrètement, sur le premier projet, du coup. En fait, on a choisi de sélectionner 5 projets, je crois. Et le premier, c'est le jardin du Point du Jour. Et ça, c'est un peu la première entrée en matière avec les architectes qui nous envoient le plan. Bon. C'est une parcelle qui se retrouve rue du Point du Jour, à côté des immeubles. Les immeubles de Pouillon sont juste sous ma main, voilà. Et la parcelle, en fait, c'était occupée par un garage très bas. Et l'idée était de créer un bâtiment de logement, un espace, un jardin privé au pied et un jardin public de part et d'autre. Et le premier schéma qu'on vous a envoyé, c'est le premier croquis que nous ont envoyé les architectes qui sont dans l'agence Lean. Et c'est vrai que cette parcelle, elle était super atypique, tout en pointe, tout en impasse, avec des rapports aux façades existantes très très fortes. Et il fallait gérer une impasse. Et ça, c'est la première image qui a généré entre nous. C'est un peu notre façon aussi de travailler. Nous, au démarrage, on se lance beaucoup d'images références pour savoir un peu quel langage on parle déjà entre nous, et après aussi avec les architectes. Et cette image référence, c'est la fin d'une autoroute, c'est la Jens Road Highway dans le Wisconsin. C'est Jens Jensen, le paysagiste qui a fait ça. Oui, mais c'est la Jens Jensen Road. Ok, d'accord. Donc dans le Wisconsin. Et c'est une autoroute qui finit dans le lac Michigan. Et en fait, c'est pour faire la fin de cette autoroute, donc le paysagiste l'a dessinée de façon sinueuse, de façon à perdre le regard dans cette impasse. Sachant que c'est une route américaine façon orthogonale et que du coup, le petit bout qui servait à rien, ils ont filé un paysagiste pour la faire. Et donc le paysagiste, il a fait ça. Donc on commence à élaborer le projet, cette idée de sinuosité, de qu'est-ce qu'on peut en faire dans le projet, de cette impasse, et du premier croquis qui était l'intention de l'implantation de ce bâtiment avec des petites tours qui s'implantaient dans la parcelle. On a l'intuition qu'il faut générer un cheminement, parce qu'il y avait aussi la contrainte bien sûr des camions pompiers qui devaient rentrer aussi au fond de la parcelle, qui font 4 mètres de large jusqu'au bout, et donc de générer un cheminement qui serait lui-même une évocation forte du paysage et qui gérerait cette perspective. Et donc sur cette image, on voit sur la partie, alors du coup, pour vous, de ce côté-là en fait le jardin privatif, de ce côté-là l'immeuble de logement, et de l'autre côté on a dessiné aussi le pendant public du square public. Notre façon de travailler, elle passe beaucoup par une étape réelle et un peu basique, et la maquette. Je pense qu'on est une agence qui... Enfin, il y a peu d'agences de paysage qui travaillent le médium paysage en maquette, et on essaye aussi de réfléchir à des moyens de le représenter. C'est toujours compliqué de se rendre compte des volumes, des textures que ça peut générer. On représente, vous voyez ici, cette maquette sans le bâtiment des architectes. Donc il existe, hein, on sait, hein, vous allez voir, il a été construit depuis.
l'étape du chantier et l'étape assez cruciale de la mise en place pour nous de l'interface entre le bâtiment et la mise en place de la terre végétale, qui est pour nous toujours le socle dans lequel on vient s'implanter et dans lequel on vient construire le projet paysager. Des étapes importantes aussi, nous, de ce projet-là, c'est que c'est la première fois qu'on avait réussi à faire, à côté du mock-up de façade, un échantillonnage du paysage, avec ses serrureries, son rapport au sol, son rapport au relevé d'étanchéité. Et voilà, donc ça c'était une étape importante pour nous dans la façon aussi de travailler dans cette relation et dans voilà. Et puis ça nous invite à le généraliser parce que ça marche assez bien. Et donc là une photo de la réalisation qui a été finalisée en juin dernier, où une vue des images hautes, où on voit ce chemin avec ces deux teintes. Donc c'est une voie pompier qu'on a travaillé volontairement. C'est une seule matière mais avec deux textures différentes pour justement jouer sur cet effet dans la profondeur de perdre l'impression minérale. Et on a joué aussi beaucoup là sur tout le travail des textures et des textures végétales. Et ça en fait c'est plutôt une première relation heureuse de travail avec l'agence Lean, où on a vraiment bien travaillé et le résultat est assez très proche en fait, de ce qu'on avait vendu au départ. Ce qui est pour nous une grande réussite quand on arrive à avoir la même image et la même perception que ce qu'on vend au début. On va passer à un autre projet, du coup, toujours à Boulogne. Et sur l'île Seguin, on a travaillé donc, sur le jardin de la scène musicale. Alors du coup, le jardin de la scène musicale, déjà, c'est beaucoup de sa facture actuelle vient de la fiche de l'eau initiale de la nouvelle, qui, a posteriori, c'est un peu gênant parce qu'évidemment le projet s'est fait dézinguer. Donc du coup, ce que nous, on a pris comme des contraintes et puis on a joué le jeu, c'était dans l'optique qu'il y ait une sorte de cohérence d'ensemble et puis que l'île soit une sorte de tout qui résonne et tout ça. Évidemment, vu que le projet a capoté, cet objet-là, il sera forcément en rupture avec le reste. Et je pense que quand tu dis le projet, c'est le master plan qu'avait imaginé nous. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Nouvelle avait imaginé un master plan pour toute l'île avec des contraintes très fortes. Cet épanelage de murs de béton, par exemple. De murs de béton très hauts, qui étaient des contraintes fortes pour le projet de la scène musicale. Ces émergences atypiques. Donc là, sur la pointe de l'image, c'était ce qu'il avait imaginé pour la proue en fait, de l'île Seguin. On voyait déjà cette histoire de boule, on voit un petit peu là, quoi. Et nous, on arrive sur le projet et on a ça comme base. Et on a aussi ça qui est très fort pour le paysagiste, c'est le cahier des charges avec des contraintes très fortes en matière d'épaisseur de sol. Donc le programme, la scène musicale, c'est 2 salles de spectacle, une salle de spectacle de musique symphonique donc qui est dans l'œuf, et sous le paysage, il y a une grande salle plutôt format zénith, donc c'est quelque chose de très, très technique. Et avec une contrainte dans la fiche de l'eau, il fallait qu'il y ait 40 cm de sol sur le bâtiment. Sachant que pour le coup, nous, le rôle du paysagiste, dans ce cas-là, on s'est assez vite dit que le rôle du paysagiste était de ne pas trop en rajouter quand même, parce que 40 cm de terre sur, je ne sais plus ce qu'on avait, on avait 7000 m² je crois de terre. En termes de camion, c'était monstrueux, quoi. Il fallait 4 mois pour acheminer la terre et tout ça. Ce qui fait que globalement, par exemple, on a dit on va faire 40 cm et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre d'arbres, on ne va pas mettre 1000 arbres, on va faire quelque chose d'assez basique, quoi. Parce que c'était déjà très compliqué, puis pour le coup, en termes du bilan carbone, je pense que c'est assez désastreux de renchérir souvent. Enfin, je pense que 1000 arbres n'auront pas assez de 1000 années pour compenser le bilan carbone de leur installation, quoi. Donc parfois le rôle du paysagiste, c'est aussi de calmer, je crois, de dire attention, c'est pas... on a souvent l'impression que par exemple la végétalisation des bâtiments, c'est un cadeau à mère nature. Enfin,
faut avoir conscience que c'est pas le cas, quoi. Pas toujours. Non, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas dans des conditions très particulières, par exemple de fabrication d'un sol en place, ou alors de plantation d'arbres très jeunes. Voilà, c'est des contraintes, c'est des choses qu'on ne fait jamais en fait. Parce que ça prend 10 ans, il faudrait qu'il y ait 10 ans qui se passent pour vraiment avoir une image valable du projet. Enfin valable, on s'entend, hein, une image commerciale valable. 1000 arbres, si on plante que des baliveaux, tout le monde va dire qu'on s'est foutu de la tronche. Voilà. Sauf qu'en fait, en vrai, ce serait ça qui serait défendable. Voilà donc l'image initiale du projet. Donc ça, c'est les premiers croquis. Quand on a travaillé avec l'agence Shigeru Ban et Jean de Gatine, c'est le premier croquis. On arrive en réunion et c'est la première image. Donc nous, on réagit par rapport. Enfin, on réagit par rapport à ça. Voilà. On amène des images références là, donc de parcs. Là, c'est en l'occurrence un parc au Japon, dont j'ai oublié le nom précis. De Noguchi qui l'a fait. On avait aussi des références écologiques, vu qu'on arrivait avec l'idée, c'était de mettre 40 cm et pas plus. On voulait avoir ça allait forcément être un projet de prairie, quoi. Et donc on disait, ça pourrait être l'occasion de faire une prairie particulière, une prairie calcicole, qui est un type de prairie qu'on voit, qui a pas mal d'essences endémiques ou en tout cas protégées d'Île-de-France. Donc on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de faire un milieu rare qui était ça. Qui est aussi le milieu originel des coteaux de la Seine, en fait, dans lequel dans lequel le bâtiment s'implante. Et c'était assez drôle d'essayer de viser un paysage naturel sur une technologie. Enfin, vous allez voir après les images, mais c'est un monstre de technologie voilà. Là, on voit la comparaison entre une coupe d'un coteau calcicole type et la coupe de la scène musicale. Donc, du coup, on a ici la salle, en fait, la grande salle, dite la grande salle, et voilà, comparé à la coupe. Ce qu'on avait aussi en tête, c'était l'idée que cette prairie-là, il n'y a rien de plus changeant qu'une prairie, et que du coup, en termes de rythme, on pouvait évidemment établir un parallèle entre le rythme changeant de la végétation et la musique, vu que c'était le thème du bâtiment. Donc c'était un argument de plus pour aller dans ce sens-là. Ça, c'était le premier croquis qu'on a fait par rapport à la 3D qui a été sortie. Donc c'était vraiment fait en une nuit, c'était pas valable, hein, mais c'était bon, il y avait des thèmes qu'on lançait, et puis en l'occurrence, je crois que l'objectif c'était de diversifier au maximum les rythmes qu'on pouvait avoir, les saisonnalités. C'est pour ça qu'il y avait ces points qui étaient éventuellement des choses annuelles. Enfin, il y avait plusieurs idées comme ça, et puis il s'avérait qu'on en a gardé certaines, qu'on a enlevé d'autres. Ce qu'on veut aussi vous montrer, c'est les différentes étapes qu'il peut y avoir. Et par exemple, on vous montrera quelques regrets qu'on a par rapport à ce projet-là, notamment en termes de cheminement. On est aussi passé par plein de situations différentes de cheminement. Voilà, on pouvait initialement marcher sur l'ensemble. Donc voilà, là c'est le plan final du projet. Voilà. Aussi, ce qu'on voulait vous montrer, c'est pour le coup aussi encore le rôle du paysagiste dans cette équipe-là, c'est que on le perçoit éventuellement pas quand on voit le bâtiment, mais les archis nous ont donné ça en fait. Ça, c'était ce que les archis nous ont donné en phase pro-DCE. Hein, et en fait, on a dû faire, on a fait tout le reste. C'est-à-dire que toute la 3D, le volume de la colline, c'est nous. Donc par rapport à ça… On a précisé un truc aussi dans ce projet, c'est que c'était un PPP, un partenariat public-privé, et que c'est une façon de faire du projet… et que vous devez connaître, non ? Enfin voilà, mais je ne sais pas si tout le monde connaît. Oui. Enfin, c'est rapide, ouais. Quoi. Il faut que tout le monde se mette autour de la table, et des fois on avance sans savoir exactement comment tout ça se tient, et que le constructeur est déjà autour de la table au moment où on n'a même pas fini le concept. Et voilà. Et du coup, voilà, on avait l'image que Rémi montrait juste avant, c'est-à-dire qu'il y avait les volumes de la salle en dessous, il y avait un jardin avec 40 cm de terre au-dessus, et entre les deux, une structure qui devait tenir ça. Mais voilà. Et en tout cas, ce modelé-là qui était pour nous l'objectif vraiment fort, quoi. C'était d'avoir l'effet d'une prairie la plus naturelle possible, comme si elle avait été toujours là. En fait, c'était pour nous c'était vraiment notre marotte, quoi, faire tenir la terre et que ça n'avait pas l'air d'être une facette
Et en l'occurrence, ce qu'on voit sur cette image-là, c'est, je crois, aujourd'hui, le projet. Alors, il y a peu de variations entre les deux, mais le projet tel qu'à posteriori, on aurait aimé qu'il soit. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il n'y a pas deux éléments. Aujourd'hui, le projet, on le ferait comme ça. On ne mettrait pas l'escalier, il y a un escalier qu'on vous montrera par la suite, et il n'y a pas de belvédère, la colline, c'est juste une prairie et c'est tout. A posteriori, on aurait aussi peut-être limité l'accès de la partie centrale avec une grille, quitte à pouvoir l'ouvrir de temps en temps, mais de manière occasionnelle. Mais du coup, c'était... Alors, on a beaucoup dessiné tout ça. Après, en même temps, c'était quand même clairement le bâtiment de Shigeru Ban. Et en l'occurrence, on lui a présenté cette possibilité-là de faire ce qu'on a dessiné sur la maquette, et il nous a dit non, je veux pas, je veux qu'il y ait un belvédère, et tout ça, je veux qu'on puisse monter. Donc on était un peu triste, mais voilà, c'était pas non plus la fin du monde. Et en l'occurrence, ça fait... Ce petit regret-là, il fait quand même pas, ça fait pas qu'on considère que le projet est une réussite quand même, hein, mais voilà, avec des tout petits regrets. Pour illustrer la question du PPP et de sa complexité, d'avoir en l'occurrence Bouygues dans l'équipe de conception aussi, c'est qu'il y avait évidemment une notion de constructibilité qui est parfois encore moins clair quand il y a des experts de la construction dans l'équipe que quand il n'y en a pas. En l'occurrence, nous, pendant très longtemps, jusqu'à une phase très avancée du Pro DCE, on ne savait pas s'il allait y avoir une structure qui suivait la topographie ou si on allait voir des boîtes et qu'il allait falloir remplir le vide. Donc du coup, par exemple, on a fait ce plan-là qui était en termes de mal au crâne assez intense, qui montrait les épaisseurs éventuelles de polystyrène qu'il aurait dû y avoir si on avait dû, parce qu'il fallait évidemment qu'on le chiffre, hein, les volumes de polystyrène qu'il fallait faire si on avait eu des volumes orthogonaux et qu'on viendrait remplir. En l'occurrence, ça ne servait à rien parce qu'on n'a pas fait ça, et du coup, ça fait une carte de... On s'en est servi comme une carte de vœux. Voilà, ce mal de crâne, ça fait une carte de vœux. Voilà. Sinon, là, encore une fois, je pense que c'est intéressant de le mettre. Je crois qu'on le laisse encore sur notre site, sur le site qui présente le projet. Je suis peut-être pas sûr. Mais... En l'occurrence, je vous montre ça parce que, du coup, ça aussi, c'était le paysage, quoi. Enfin, c'est nous qui l'avons modélisé. Alors, évidemment, on n'a pas fait le plan de poutre et tout ça, même si on l'a visé quand même. Mais c'était... puis on était assez émus. Puis en plus, je pense que l'image est assez belle, quand même. Donc au final, la structure, c'était métallique, hein, bien sûr. C'est ça. Du coup, il n'y avait pas de polystyrène, donc tant mieux. Après, une autre image, donc là on voit encore la structure qui montre aussi, qui illustre des situations de projet. Ça, c'est l'image de concours. Donc évidemment, on construit le projet à ce moment-là, et on construit le discours à ce moment-là, et le permis de construire et tout ça à ce moment-là. Et ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est assez fréquent que les contraintes augmentent avec le projet avançant. Et cette pente assez simple à gérer, dans laquelle on avait imaginé cet escalier qu'on regrette un peu d'avoir fait, en fait, c'est devenu ça, quoi. Donc, clairement, ce n'est pas les mêmes contraintes. Là, c'est à 45 degrés. En termes de maintien de pente, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Il faut savoir qu'en toiture terrasse, au-delà de 5% de pente, vous êtes hors DTU. C'est-à-dire que vous êtes dans le monde merveilleux de latex. C'est-à-dire que... Et donc il y a dû y avoir forcément un latex pour ce projet, mais c'est vrai que... Ce qu'on ne fait jamais en paysage, hein. Ça n'existe pas un latex en paysage. C'est assez rare, enfin, oui, même impossible, enfin rare. Donc du coup il a fallu aussi qu'on cherche d'autres façons, où il y a eu beaucoup de dialogues, on a été chercher des références. Là c'est le toit en construction de la patinoire de Vaujany, et où ce bâtiment du coup est intégré dans une colline, et on avait, en faisant nos recherches, vu des systèmes d'alvéoles de terre qui se remplissaient sur des plots, mais la pente était beaucoup moins forte que ce qu'on avait au final. Non, non, si la pente était comparable, mais il n'y avait pas en termes d'avis technique et tout ça, c'était beaucoup moins contraint par rapport à nous. Ils avaient eu un avis de chantier, je crois. Ils n'avaient pas d'avis technique de ça. Donc ils n'avaient pas eu besoin de passer par un latex, et c'était un peu en mode un peu discret, quoi. Et une de nos craintes quand même. Alors ce projet de Vaujany, c'est un projet quand même globalement réussi, même si architecturalement il est discutable, mais nous c'était pas l'enjeu
de nos recherches, on avait quand même une crainte, pendant tout le long, hein, jusqu'au chantier, c'est que ça plante, quoi. C'est que la terre tombe et que, enfin, c'est pas un risque mineur, quoi. Surtout qu'il y a des salles de concert en dessous et tout ça. Donc voilà, c'était quand même un défi. Et puis nous, dès le départ, on se fixe comme ça souvent, comme tout le monde, hein, des priorités dans ce qui fait que le projet serait réussi à la fin. Et en l'occurrence, le fait que la topographie soit le plus fluide possible, c'était une des clés de ce qu'on considérait comme étant le succès du projet. Et de ce point de vue-là, on a plutôt réussi pour le coup, et puis c'est pas la moindre des victoires quand même. On a mis quelques photos de chantier qui sont intéressantes et belles. Voilà, l'escalier en l'occurrence, et son isolation, et ses ponts thermiques éventuels. Là, d'autres photos qui illustrent la complexité de la toiture en termes de phasage, de différenciation, voilà. Encore une fois, cette complexité-là. Ce qu'on voit aussi là, c'est que, et aussi ce qu'on comprend là-dedans, c'est la temporalité. Là, en l'occurrence, le projet de paysage est très lié à l'architecture. Et la temporalité du projet fait qu'il y a des zones qui ont été livrées, qui étaient déjà très intéressantes, et d'autres qui ont été livrées à la dernière minute et qui n'ont pas eu le temps de pousser, qui fait que c'était assez... il y avait des vraies différences, en tout cas, entre les zones. Et qu'en tant que paysagiste, on travaille avec les saisons, c'est-à-dire que les périodes de plantation, en général, ça s'arrête au 15 mars, ça s'arrête de plus en plus tôt, en plus avec le réchauffement climatique généralisé. Et voilà, donc on se retrouve à avoir des retards de chantier qui sont autres, et il faut quand même livrer au mois d'avril. Donc bon. Là, c'est notre belle réussite du projet. On a réussi à fourrer tous les enfumages sous la passerelle, sous la rampe handicapée. Donc et on voit d'ailleurs sur cette photo-là, du coup, le système constructif qui a finalement été retenu, qui est en fait un dérivé des maintiens de berge. En fait, c'est des matelas gabions, des cages remplies de mélanges terre-pierre qui sont refermés et qui du coup maintiennent la terre et qui sont retenus par des petits picots de béton. Donc quelques images à la livraison. Voilà. On voit encore ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire le fait que la pente s'était très, très accentuée au fur et à mesure du projet. On voit aussi que, pour le coup, quelle que soit la santé, éventuellement, vous verrez d'autres images après de la végétalisation, ce côté observatoire du paysage, machine à observer les alentours, elle marche assez bien, quoi. Ce belvédère qui tourne tout autour, il marche quoi qu'il arrive, et c'est aussi une des réussites du projet. Voilà d'autres images. Ça, c'est 2 ans après, au printemps, après qu'ils aient... je ne sais plus je me rappelle plus pourquoi, mais ils ont empêché l'accessibilité, l'accès de cette toiture pendant tout l'hiver. Et donc on a pu avoir un vrai repos de la prairie. Et ce printemps-là, c'était fantastique. Ça avait explosé dans tous les sens. Il y avait vraiment une végétalisation fantastique. Là, on voit cette partie en pente, c'est la partie inaccessible. Et ça, quoi qu'il arrive, elle est réussie. Je veux dire, elle est toujours bien, celle-ci. Ça, c'est la même saison, enfin l'hiver suivant, après qu'ils aient réouvert pendant l'été la prairie, et qui, évidemment, elle est surexploitée. Et donc, du coup, ça détruit tout, quoi. Après, c'est saisonnier, hein. Le printemps, si on le reste repoussé, ça redeviendra comme l'image précédente. Mais si on réexploite trop pendant l'été, ça redeviendra ça en hiver, quoi. Voilà, on voulait vous montrer aussi ces photos-là qui montrent un peu pour le coup, une situation de PPP un peu compliquée où nous, on a décrit en APD l'arrosage, et Bouygues nous avait demandé de l'enlever, en disant qu'ils se débrouilleraient, qu'ils avaient vu avec ça, avec Sodexo, qu'ils arroseraient, tout ça. Et en fin de compte, il s'avère que c'était compliqué. Et ne pas retirer l'arrosage automatique, même si ça a l'air d'être cher. Retenez ça, il ne faut pas retirer l'arrosage automatique. Ils ont depuis mis un arrosage automatique, mais qui est forcément... on a suivi ça un tout petit peu, mais assez peu, et j'imaginais que ça doit être assez compliqué, et puis éventuellement un petit peu moche. Mais il faudrait qu'on y retourne pour le voir. Et en l'occurrence, notre photo de l'hiver précédent, qui montre quand même que nous, du coup, on savait que ça allait donner ça. Je veux dire, ça ne dérange pas pour le coup. On savait que ça allait te cramer. Une prairie, c'est ça. Hein. Une prairie fleurie,
Prairie fleurie, ça fait fantasmer tout le monde. Prairie fleurie égale ça en hiver, quoi. Donc nous, on est conscients, ça ne dérange pas, on trouve ça beau. Voilà. Et en l'occurrence, le fait que ce soit cramé en hiver, ça ne dérange pas. Il y a une différence entre le fait que ce soit cramé et la surexploitation qui fait que ça tue les végétaux, quoi. Voilà. Alors, un exemple raté pour le coup. L'arbre blanc. Alors du coup, c'est un projet qu'on a fait depuis le concours. C'est le seul projet sur lequel on a quitté l'équipe en cours de route. On a fait le pro DCE, on n'a pas fait le chantier. C'était un projet très compliqué pour nous. Il y a 3 architectes, donc ce qui est facile, pas, hein. 3 architectes sur un même bâtiment de cette taille-là. A priori, comme ça, je ne vous le conseille pas. Et du coup, pour le rapport avec les paysagistes, c'était assez compliqué parce qu'évidemment, il y avait une tête de proue qui était sous Fujimoto, que nous, on n'a pas vu avant le lancement du pro. Ce que nous, on déplore, hein, ce qu'on déplorait au moment où on a fait le projet, mais il s'avérait que c'était la gestion des architectes, ils discutaient avec Fujimoto, et puis nous, on avait peu d'accès à Fujimoto. Voilà, donc ça, c'était clairement une erreur. Et bon, je vous passe, il y a eu 1000 étapes désagréables, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Juste, ce que je vous ai montré là-dedans, c'est la succession de plans qu'on a pu faire. Notamment, et j'en parlais justement, je vous en parlais vis-à-vis de l'intérêt qui serait qu'on vienne à la réunion de lundi sur l'hôpital, parce que c'était... Vous savez même pas ce que vous risquez. ouais, on a le cuir solide. On a le cuir solide. Non, mais en l'occurrence, d'être là au moment où les décisions se prennent, ou en tout cas avec les personnes qui prennent les décisions, ça a un vrai intérêt parce que... Alors du coup, je vais vous montrer la suite. Ça, c'est le concours, c'est le plan qu'on a fait au moment du concours. Plan qui n'a servi à rien parce que les architectes l'ont remplacé, ils ont mis celui-là. Alors, en l'occurrence, en paysage, ce truc de carreau là, comme ça déjà, ça ne marche pas. C'est pas conforme. Et en plus, de mon point de vue, c'est très à la mode. C'était à l'époque très à la mode. Et c'était, de mon point de vue, déjà à ce moment-là, de mauvais goût. Mais bon, la perspective, c'était ça. Et le fait que ce soit de mauvais goût, c'est éventuellement secondaire. Nous, ce qu'on a dit dès le départ, c'est que ça ne marchait pas en fait. On est à Montpellier, c'est un espace qui est public, enfin, c'est un espace privé mais qui était rétrocédé, donc c'est un espace public. Donc climat méditerranéen, espace public, joint gazon, c'est pas une bonne idée. Même pelouse, dans ces contextes-là, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, nous, on leur a dit dès le départ que c'était pas possible. C'était très compliqué pour leur faire comprendre ça. Et toute la bataille du projet, du concours, jusqu'au moment où on a vu sous Fujimoto, genre 2 ans après, la bataille c'était joint gazon ou pas. Et donc c'était toute une bataille en disant que nous ça ne tiendrait pas, que ça ne marcherait pas, et voilà. Et je vous ai mis quelques exemples des 1000 versions qu'on a pu faire de plans de dalles plus ou moins joint gazon. Nous évidemment la bataille c'était de faire le moins de joint gazon possible, de plans qu'on a rendus d'une manière très précise à chaque fois. Et puis là, pour le coup, c'est l'école nouvelle. C'est-à-dire que quand on fait un mur, c'est le plan Dieu. Ça, c'est le plan Dieu. Quand on fait un option symptôme en AutoCAD, c'est pas des blocs, quoi. Enfin, tout est dessiné à la main, un par un, et ça nous prend des semaines, quoi. Donc du coup, c'est un peu masochiste, mais c'est comme ça. Sur le plan central, ça sera encore plus masochiste et le discours sera plus construit. Mais en l'occurrence, on a fait ce document-là et il s'avère qu'on a reçu au moment des discussions qu'en fait on était sur un projet de, je ne sais plus, 400 ou 500 000 euros, on était 200 000 euros trop cher. Donc enfin, voilà, c'était aberrant. Et puis après, il y a eu plein de discussions qui étaient extrêmement désagréables sur le fait que, en fait, tout ce plan-là, il était à jeter. Et du coup, on a quitté l'équipe. Ça vous illustre des situations comme ça d'incompréhension, de rapport de force, pour le coup, avec des personnes qui décident qu'on ne voit pas. Avec ça, c'est un exemple pour me faire encore plus mal sur le dessin du projet. On avait fait comme des super trucs, des détails de JD sur mesure. On avait plein d'autres petits détails comme ça sur mesure.
mais du coup qui servent à rien. Mais au final, ils ont fait les joints gazon, sans nous. Mais voilà. Non, ils n'ont pas fait de joint gazon, je crois. Non, ils ont pas. Non, attends. Oui, j'ai oublié le plus important. C'est que 2 ans après, on voit Fujimoto et je lui dis, c'est ça que je disais en réunion sur l'hôpital. Je ne trahis pas de secret. Je dis, c'est donc sur l'importance d'avoir accès à la personne qui décide. Donc 2 ans après, je dis à Fujimoto, oui, je pense que les joints gazon, ça marche pas et tout ça. Il fait, bah du coup on n'en fait pas. Je pense que j'ai rarement une tête aussi défaite à part peut-être PSG hier, mais du coup j'étais vraiment déconfit quoi. Et ce qui est aussi ce qu'on voulait dire par rapport à ça, c'est que comment dire, on ne sait jamais exactement quand on fait la présentation et qu'on n'est pas là de notre projet, quoi. Quand on présente son projet et quand on n'est pas là, on ne sait jamais à quel point les gens font ça avec les convictions suffisantes qui fait qu'on n'emporte pas son public. Je ne sais pas ce que les archis ont dit à Fujimoto pour faire qu'on persiste dans le joint gazon. Mais je peux imaginer qu'ils ont dû dire ouais, tu sais, c'est paysagiste, ils en rajoutent des caisses, je suis sûr que ça marche, j'en sais rien, moi. Ils ont dû dire, ouais, j'ai vu qu'à la Biennale de Milan, ça marchait, enfin, j'en sais rien. Ils ont dû dire, je sais pas ce qu'ils ont dû dire, mais en l'occurrence, c'était très simple à convaincre de Fujimoto, de lui convaincre que ça marchait pas une fois qu'il était là. Donc ça, c'est aussi un autre enseignement de ce projet-là. L'école centrale, du coup, là, l'école centrale, donc, qui a été présentée, et puis qui est la porte d'entrée pour nous ce soir pour les conférences. Du coup, c'est un projet qui est dans un plan de OMA. Ouais, c'est plus compliqué que ça. C'est des poupées russes, je crois qu'il y a OMA, il y avait aussi Tactique, il y avait Devigne. Tout était dans des échelles qui s'enchassaient mal, enfin, c'était bizarre. En l'occurrence, c'était un plan de OMA. Et on était juste en face du bâtiment Lab City de OMA, que j'imagine que vous avez vu, qui était avancé au moment où on a fait le concours, qui était très fort en termes de design. Et puis, en l'occurrence, OMA était dans le jury. C'était un concours avec, comme ça, des échanges. Et c'est 2 parcelles qui sont extrêmement très construites, très denses. Et du coup, l'intervention de paysage, elle est, enfin, sur ces schémas-là, c'est 2 blocs. Et l'intervention de paysage, elle est assez ténue, quoi. On a peu d'espace pour s'exprimer. En l'occurrence, ça, c'est un croquis des architectes. Ce croquis illustre que Lab City, ils ont la diagonale. Le Lab City, il est organisé selon cette diagonale publique qui rejoint le métro au bâtiment existant de Supélec. Et nous, on n'avait pas ça. Par contre, on avait la forêt. Donc, Lab City à la diagonale, nous, on a la forêt. Quand on se positionne effectivement sur si tu montres l'image d'après, sur le plateau de Saclay, là, c'est la coupe théorique du plateau de Saclay, avec le plateau, son coteau, le bois de la Guyonnerie, et en bas, Orsay et Bure, avec la vallée de l'Yvette. Et le boisement qui est sur ce coteau, c'est un espace vert, un boisement classé, qui a une grande richesse biologique, faunistique, floristique, parce que c'est un espace qui est très pentu et qui du coup assez peu qui est géré de manière assez par l'ONF, de manière assez écologique. Assez écologique et qui est assez peu forcément utilisé parce que vu la différence de pente. Donc du coup, une des premières étapes du projet, ça a été d'aller dans ce boisement-là et de relever ce qu'on appelait des dispositifs forestiers. Donc des petites choses, des petites situations forestières. Genre là, des cépées dans des blocs de pierre. Là, un arbre couché mais qui pousse quand même. Là, une souche sur pied. Voilà, plein de petites situations comme ça. Nous, on avait aussi comme référence alors 2 choses. Ça, c'est des études scientifiques. Ça, c'est de la sylviculture, qui est des îlots de sénescence. On peut faire dans un boisement productif des îlots de sénescence, des petites surfaces dans lesquelles on laisse la végétation éventuellement du coin et avec une végétation qu'on va laisser sénescente, c'est-à-dire qui va pourrir, qui va mourir sur place, qu'on va laisser en place, tout ça. Et ça a des aspects positifs, ça a des retours positifs sur le boisement d'à côté. Donc, et là, c'est une étude sur la fragmentation forestière. Ce qu'on voulait montrer par là, c'est qu'on pouvait avoir une petite surface qui serve quand même un petit peu à quelque chose. Alors, je ne sais pas dans les faits si vraiment ça rayonne sur le bois de la Guyonnerie, mais ça faisait partie, et c'était juste de dire qu'on pouvait faire une sorte de petite bombe forestière dense. Et
C'est des bâtiments qui sont très introvertis aussi et qui finalement ont un rapport à l'extérieur et à l'espace public. Ouais, pour le coup, c'était le concept aussi du projet. C'était de dire on fait venir Et du coup, le patio était aussi un moyen de dire oui, il y a une mini-forêt, il y a une très grande aussi à côté. Et je vous invite à aller voir le bâtiment. Là, c'est une perce qui, du point de vue, rend assez mal. Là, pour le coup, je trouve qu'elle me rend mal hommage au projet de paysage. Mais alors là, quand les archis ont fait ça, on a dit c'est pas grave, on fera quelque chose de mieux. Et c'était plutôt pas gênant, mais c'est sans commune mesure avec ce que les archis nous avaient fait sur l'Arbre Blanc, où ils avaient vraiment fait un projet bis, quoi. Là, c'est juste que c'est pas exploité, c'est pas représenté tel que ça pourrait l'être. Bon, c'est pas très grave. En l'occurrence, voilà, le projet s'est développé. Au départ, il y avait 3 patios, il n'y en a plus qu'un. Je vous invite à aller voir ce bâtiment-là, qui est quand même intéressant, qui est même très intéressant. En termes d'espace, justement, et le rôle du patio, il est... Nous, on va pas le présenter parce que c'est pas l'objet de la conférence, et puis nous, on présente notre travail, mais le bâtiment, le rapport de l'intérieur avec ce patio-là est très intéressant. Ça, du coup, c'est le plan du patio. C'est le plan du patio en phase pro. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça pour le concours. Pour le concours, c'était juste un rectangle vert. Et pour le pro, on était encore une fois en PPP, et ce qu'on racontait depuis le début, c'est que ça allait être quelque chose de très dense, avec des végétaux morts, des trucs comme ça, des trucs un peu fumeux, quoi. Et du coup, on s'est dit... Pas fumeux, mais non, mais si, non, mais je veux dire... Dans le sens où c'est difficile de se dire... non, attends, fumeux dans le sens que Bouygues, ils allaient nous dire... vos arbres morts, vous les dégagez tout de suite, quoi. On a conscience du fait que quand il y a des économies à faire, enfin, c'est ce genre de truc-là qui part, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis fumeux, pas fumeux dans le sens qu'il faut fumer des gens dans le sens peu ancré, quoi. C'est facile de dissiper la fumée, quoi. C'est facile de dissiper ça, quoi. Et donc, du coup, ce qu'on a voulu faire à ce moment-là, du fait que ça soit comme ça, éventuellement un peu fragile vis-à-vis du PPP et de la machinerie en termes architectural qu'il y avait autour, on a fait... Et d'un chantier en général. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est aussi le paysage, c'est toujours un peu la dernière chose qu'on fait. Et du coup, c'est vrai qu'on a voulu donner beaucoup de soins à ce plan, beaucoup le dessiner en phase pro. Et en l'occurrence, c'est Anaïs qui est là, qui l'avait fait au moment où elle était encore apprentie. Et du coup, je lui ai donné une contrainte, c'est tu vas dessiner le plan, mais je m'en fous, je veux qu'il y ait toutes les feuilles de tous les arbres. Tu mets le temps que tu veux, je veux qu'il y ait toutes les feuilles. Et donc, du coup, elle a fait ce plan-là pendant 1 mois. Et je pense qu'on pourrait l'imprimer à l'échelle 1, il serait quand même bien. Et donc, du coup, on avait... voilà, c'est un exemple de sa qualité graphique. Mais c'était un AutoCAD qui faisait 150 mégas, donc je ne sais pas si voilà. Et du coup, on l'a imprimé qu'une fois, parce que c'était hyper compliqué et tout ça. N'empêche que, je sais pas, on peut pas refaire l'histoire, hein, mais je sais pas à quel point ça a servi à quelque chose. Peut-être que ça servait à rien, mais moi je me plais à penser que ça servait à quelque chose parce que on arrivait avec ce dessin-là, franchement c'était ambitieux, quoi. Et puis alors il y avait deux intérêts. C'était que c'était ambitieux, on voyait qu'on allait passer du temps et qu'on voulait pouvoir dire qu'on allait être casse-couille, même sur les petits trucs morts, on voulait pouvoir dire nous on va être casse-couille même sur les petits trucs morts. Et aussi, ça avait aussi, par exemple, on s'en est servi comme carte de vœux, là c'était un scan de la carte de vœux. C'était aussi, donc on voulait pouvoir être casse-couille vis-à-vis des autres, mais on voulait aussi être casse-couille vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait fait ce document-là, on l'avait communiqué, on l'avait montré à tout le monde, on se serait planté sur le projet, on serait vraiment passé pour des branques, quoi. Donc voilà, donc ça avait un peu ce double intérêt de nous mettre la pression et de mettre la pression sur les uns les autres. En l'occurrence, on avait fait ce document-là qui était éventuellement assez peu lisible, mais on avait aussi fait ce triple plan de plantation qu'on fait assez rarement, je crois, qui est un peu académique, mais qui reprenait ce qu'on avait pu mettre. Vu que c'était très dense, on avait trouvé ce moyen graphique pour rendre lisible toutes les couches. En l'occurrence, le premier plan, c'est baliveau, grimpante et semis. Le deuxième plan, c'est couvre-sol. Et le troisième plan, c'est arbre, arbuste et événements. Et donc les événements, c'était ce que je vous avais dit, l'arbre couché, tout ça. Ça, c'est un exemple, on avait fait un carnet de détails des événements.
où on était vraiment chiant. Tu peux remettre. Ouais, je vais remettre. On avait eu par exemple qu'il fallait qu'il y ait une entaille comme ça là, de l'arbre. Enfin, voilà. Pareil, c'était des documents qu'Anaïs a pu faire. Et en l'occurrence, c'était les blocs qu'on retrouvait dans le plan compliqué. Mais on voulait vraiment exprimer le fait qu'on était tatillon même sur les trucs morts et tout ça. Là, c'est des restes de la conférence qu'on fait sur l'image, mais c'est quand même intéressant pour expliquer le projet là. Du coup, ce qu'on trouve intéressant aussi dans ce qu'on a pu faire de ces dispositifs forestiers là, et puis qu'on a assemblé, puis évidemment, ce qu'on fait à cet endroit-là, du coup, c'est une sorte de concentré de forêt. On a mis plein de petites choses qu'on retrouve. Normalement, dans une forêt, il y a un petit événement là, et puis en fait, il y a plein d'arbres. Il y a une masse quand même assez commune. Et donc, il y avait un peu ce travail que, là, en l'occurrence, c'est des travaux préparatoires de Gaspard David Friedrich, mais où il y a un peu ce travail pictural, où il y avait la peinture de paysage. Le paysage, ça vient, en tout cas, le terme vient de la peinture, mais c'est un rapport de manière originale assez fort avec la peinture. Là, on retrouvait comme ça cette référence à cette pratique-là du paysage, de venir. Ce que faisaient les peintres, c'est qu'ils faisaient Poussin et tout ça, et même Friedrich à d'autres époques, leur peinture, c'est pas des paysages existants, et puis éventuellement, ils n'allaient pas toujours sur le site pour le faire. Ils prenaient des petits bouts de paysages qu'ils estimaient être la perfection de ce qu'ils pouvaient voir, ils les rassemblaient, ils faisaient une composition. Et en l'occurrence, nous, c'était un petit peu cette idée-là qu'on avait en faisant ce projet-là. Alors l'étape d'après, c'est bien sûr de le mettre en œuvre, cette idée fumeuse. Pas une idée fumeuse. Et en fait, la parcelle, elle n'était pas vierge avant de commencer le projet, et il y avait quelques arbres dessus. Et donc on a fait un travail de sélection sur la parcelle sur laquelle venait le bâtiment, d'arbres qui pourraient rentrer dans le propre cahier des charges qu'on s'était fixé. Et donc, on était sur le chantier avec Bouygues, en train de choisir les arbres qu'on allait mettre de côté, les éléments d'arbres qu'on allait mettre de côté, pour ensuite, une fois que le bâtiment était construit, les faire re-rentrer dans le bâtiment. Donc, tout le phasage ici, c'est le gymnase, avec notamment le chauffage par le sol qui était... dont le coulage a été décalé en fait en fonction du moment où on allait rentrer l'arbre dans le bâtiment. Ça c'est c'est vraiment le plus grand tronc qui faisait 13 mètres de long. Là on voit par exemple, nous on avait exigé qu'il y ait des bouts de racines et de la terre conservée pour qu'on puisse planter aussi sur la souche par exemple. Et du coup, cette idée un peu saugrenue au début, un peu folle, elle a vraiment aussi mobilisé beaucoup l'équipe du projet. Et tout le monde s'est vraiment pris au jeu d'aller jusqu'au bout de cette composition. Ouais, c'est bien passé. Ouais. Et dans le patio, on a commencé du coup à reconstituer la composition qu'on avait imaginée avec le grand arbre couché au centre. Et à la livraison, on avait bien la composition qu'on avait imaginée, avec tous ces éléments, ces enchevêtrements de strates et d'épaisseur, cette complexité qu'on retrouve dans une forêt, cet îlot de sénescence qu'on a voulu refaire. Quand l'arbre est tombé, la lumière re-rentre et des nouvelles strates de végétation poussent. Et les différentes... il y a une grande biodiversité qui s'installe à ce moment-là. Et c'est vrai que là, on était hyper contents de la qualité végétale et des textures qu'on avait dès la livraison, quoi. Parce qu'on a vraiment fait une surdensification de cet espace qui fait que 800 mètres carrés en fait. Donc c'est pas très grand par rapport, je ne retiens pas les chiffres du bâtiment, mais c'est beaucoup plus, quoi. Le bâtiment il est énorme. Et on avait mis la fierté d'avoir quelques champignons qui poussaient sur la souche au bon endroit, donc ça c'était assez... Et ce qu'on imaginait assez bien quand on est professionnel, c'est qu'il y avait une grue à cet endroit-là. Hein. C'était pas là. Évidemment, tout le monde est persuadé que ça existait là avant. En fait, évidemment, il y a une grue. Là, c'est des photos 2 ans après aussi. En l'occurrence, je ne pensais pas la bonne saison pour les faire. Je pense qu'on y allait un peu trop tard. Ce qui montre quand même que c'est très généreux. Je pense que ça mériterait un peu de taille. Mais bon, je dis, il faut mieux ce défaut-là que le défaut inverse. Donc, voilà. Après, on a des discussions à l'agence, mais un jardin, c'est toujours un rapport aussi avec après un jardinier et un entretien. Donc c'est vrai que nous, on livre un projet et après, il va vivre sa vie. Et nous, à l'inverse peut-être de l'architecture, où le bâtiment sera peut-être à son apogée au moment où il est livré,
Nous, le paysage, celui qu'on imagine, en tout cas, c'est au moins 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans, dans le meilleur des cas. Donc, et c'est vrai que sans ce passage de relais après avec un gestionnaire, un jardinier pour un jardin, c'est important. Du coup, là, le patio, il prend une autre forme. Et ça reste intéressant. Après, là, le défaut, c'est qu'il est trop fort. Le défaut que ça pourrait engendrer, c'est que si on n'entretient pas suffisamment bien, les espèces les plus puissantes prennent le dessus sur le reste, fait que toutes les petites essences qu'on avait pu mettre disparaissent. Bon, après, c'est la vie du jardin. Ce qui se passera quand même, c'est que à terme, les arbres pousseront et de toute façon, l'ombre qu'ils vont générer viendront limiter le développement de ces végétaux-là. Et enfin voilà, le projet, il va vivre aussi un peu sa vie. Voilà. Sachant que là, on avait des arbres majeurs, on a mis des baliveaux, genre on a mis 300 arbres dans cet espace-là. Hein. Donc ça, pour le coup, les gens ont assez peu conscience parce qu'ils sont tout petits, mais je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être pas mal. Après, il reste 5 minutes par rapport à... Voilà. Donc on a mis d'autres projets qu'on peut peut-être présenter un peu plus rapidement pour vous montrer un peu d'autres échelles de projets sur lesquels on travaille. Là, c'est la place de la mairie de Mirabel. Mirabel, c'est dans le Tarn-et-Garonne, c'est juste à côté de Montpellier. En fait, l'histoire, elle commence beaucoup plus haut, en Normandie. C'est la maison de mes grands-parents, juste là. Et en fait, le sujet de cette place de Mirabel, c'était une place de village. Et moi, j'avais en tête cette place de village en Normandie, qui avait été rénovée fraîchement par un paysagiste, donc ici. Et en fait, depuis qu'elle a été rénovée, elle a été complètement, de mon point de vue, morte en termes d'usage. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un bel espace en stabilisé, hyper neutre, où il y avait des petites manifestations, des petits cirques qui pouvaient venir. Jouer au foot. Venir jouer au foot. Le sol permettait plein d'usages. Il y avait une benne à ordures, des trucs un peu... peut-être un peu banal, mais qui permettait une certaine vie au projet. Et au final, ils ont fait un aménagement qui était très contraint, en retirant toute la circulation, il n'y avait plus du tout de bagnole, mais ça permettait plus d'usage. Et quand on est arrivé, donc là on retourne à Mirabel, on avait un peu une configuration un peu de la même chose, donc pas le même contexte bien sûr, mais il y avait une grande esplanade libre sur laquelle il y avait des parkings, c'était très moche, mais il y avait beaucoup de vie. Ouais, c'est très moche. Il y a pire. Il y avait quand même des qualités. Par exemple, le cèdre là, qu'on a estimé être la pièce centrale du projet, mais on va vous le montrer ensuite. Et le programme était sur cet espace-là. Donc, il y a le CAUE qui avait travaillé en amont. Donc là, sur le plan, on voit le cèdre qui est ici. Et tout en haut, le programme était de reconstruire la mairie du village pour qu'elle devienne PMR et accessible. Donc ça, c'est la faisabilité. On voit la mairie qui met le long de la rue principale. Donc le long de la rue. Et là, pour le coup, l'architecte avec qui on a bossé, c'est Xavier Leplay, que je connaissais des ateliers Jean Nouvel. Et du coup, on avait pas mal, on se connaissait bien, quoi. Et on a assez vite, la collaboration était assez facile, comme souvent en fait, à part l'arbre blanc. Et du coup, notre premier geste était un geste commun, c'était de dire l'objet principal marquant de cet espace-là, ça va être l'objet symbolique de la mairie, ça va être l'arbre, ça va être le cèdre. Et du coup, on va libérer la vue vers cet arbre-là et on va venir mettre la mairie sur le côté. En plus, en point haut, il y avait d'autres qualités évidemment, mais du coup, la mairie, on l'a mis là. Voilà. Et du coup, le paysagiste, c'est quand même, le dialogue en tout cas qu'on a établi avec l'architecte, c'était vraiment sur l'implantation même du bâtiment. Et parce qu'on se connaissait et qu'on pouvait avoir cet échange-là très direct, on a dit il faut absolument que le bâtiment il vienne. S'il était sur cette image devant, le jardin qui était derrière n'était pas le même. Et puis la place surtout qui est devant, qu'on a voulu la plus libre possible, ne permettait pas d'accueillir les mêmes usages. En l'occurrence, par exemple, l'escalier qu'on a traditionnellement devant les mairies, du coup, il est devant le cèdre, voilà ce genre de choses. Et du coup, il y avait l'idée quand même d'une sorte de complémentarité entre l'archi et le paysage, et aussi en termes d'usage. C'est-à-dire que par exemple, l'archi, il y avait les bureaux des élus, c'était plus dans la partie jardin. Il y avait un passage public qu'on avait conservé, donc avec toutes les informations à la mairie qui sont abritées, auxquelles on peut aller voir. Et là, il y avait la salle communale. Donc il y avait toute une gradation comme ça, une sorte de réponse entre les deux. Là, on avait fait ce plan-là où on montrait tous les usages qu'il pouvait y avoir. Voilà, c'était assez important. Et encore une fois,
en l'occurrence pour ce projet-là, ce qu'on s'était dit comme critère de réussite, c'était les usages. Si ça va dans le sens de l'usage, c'est qu'on prend cette décision-là. Il y en a eu d'autres, il y avait aussi par exemple l'utilisation de la pierre, en l'occurrence, et notamment sur l'emmarchement, qui était aussi pour le coup l'espace le plus composé qu'on avait à faire. Donc on a travaillé en maquette, comme on peut voir. Ça c'est l'axonométrie qu'on... C'était un espace un peu particulier parce que le cèdre était à un niveau beaucoup plus haut que le niveau de la place. Et du coup, on a mis tout le budget, enfin, globalement, sur cette interface entre le niveau existant et la place, avec la maquette là, de l'escalier que vous avez vu, là, qui était le plus précieux. Et puis finalement, la place, on a pris le matériau le plus simple possible. Donc, quelques photos de la réalisation là, avec la reprise du mur existant, des usages liés aux emmarchements. Et puis des photos que les élus nous ont envoyées de ce qu'on imaginait en fait, de la place utilisée, tout ça. Voilà, pour faire un spectacle. Il faut quand même plaisir. Une photo avec l'architecte, le maire, c'est en JPEG là, ça va arriver, le maire et le paysagiste. Donc, voilà, une belle, Et on a un dernier projet, si jamais voilà, on accorde plus de temps au projet qu'aux questions. Donc là, on n'est pas très loin de chez vous. De l'autre côté du bassin de l'Arsenal, c'est l'immeuble de logement qui s'appelle Nouvelle Vague, qui a été fait par Lynn. Pareil, c'est un de nos tout premiers projets à l'agence. Du coup, c'était assez chouette pour nous de pouvoir se lancer sur un projet voilà, où il y avait beaucoup d'ambition. On nous a fait donner une grande carte blanche alors qu'on était assez jeunes en fait. Enfin, on n'avait pas fait nos preuves encore sur des projets. Et la configuration du site, elle est très particulière. Il y avait un immeuble à sa place qui a été démoli. Le programme était de faire un programme de logement résidentiel de luxe sur le front de la Seine et des logements sociaux en cœur d'îlot. La parcelle contenait un espace vert protégé qu'il fallait reconstituer, donc qui avait été démoli et qu'il fallait refaire. Et bien sûr, l'influence de la Seine qu'on ne peut pas nier. Comme pour le projet du Point du Jour, on arrivait alors que le concours a été déjà gagné. Donc on avait des éléments des architectes, on avait cette image-là de concours, on avait une volumétrie du bâtiment qui était celle-ci. On avait ce plan, des architectes qui était celui-ci, ils avaient gagné le concours avec ça. Donc, voilà. Donc on est arrivé avec ce projet-là, et nous ce qu'on a imaginé, puis c'était un peu en discussion aussi avec les architectes pour le coup, on imaginait ça comme quelque chose d'assez romantique, enfin on allait essayer de réutiliser un peu cette image de jardin, de square parisien qu'on connaît tous, là en l'occurrence c'est les buts de Chaumont, c'est un peu rien à voir, mais j'en ai profité. C'est les courbes de topo existantes et les courbes de topo projet. Ça montre un peu je crois que ça n'a rien à voir avec les conférences. Ça montre le travail pour le coup qu'il y a eu sur le topo. Voilà. Je crois que c'est aussi un reste de la conférence sur l'image et sur la représentation. Là, le projet tel que les architectes dessiné, donc il y a eu aussi plusieurs versions, mais qui est encore une fois là une manière pour le coup saine de travailler. On fait aussi ça beaucoup à l'agence. On redessine autant de fois qu'il est nécessaire de redessiner le plan. Et puis en l'occurrence, on sait tous qu'on redessine jusqu'à la fin, même jusqu'au pendant le chantier, on redessine souvent les choses. Et nous, il n'y a pas de problème avec ça, à part, je crois que ça n'arrive jamais en fait, de cas où vraiment le budget serait extrêmement serré, mais là, non mais c'est d'autres sujets ça. À ce moment-là, par exemple, si on n'est pas payé au moment du concours, on ne dessine pas, puis c'est tout. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de moment où on se met à dessiner et on est dans des situations si contraintes qui fait qu'on ne peut pas reprendre le dessin plusieurs fois et 1000 fois. Et, voilà. Et on le reprend autant de fois pour arriver à une sorte d'évidence dans le dessin. En l'occurrence, ça, c'est les étapes de projet de dessin finalisé. Donc voilà. On voit aussi, donc là, un travail en maquette qu'on avait pu faire qui avait été suffisamment efficace pour
qui avait été efficace de tel point qu'on n'était pas du tout étonné d'arriver dans cet espace-là, le projet avançant. La volumétrie, vraiment, on l'avait. C'est cet avantage-là, la maquette, même si les paysagistes ne l'utilisent pas assez. Voilà, cet espace-là, on le voyait définitivement bien. L'image d'après, c'est aussi une des contraintes. Et dans les discussions avec les architectes, ils étaient beaucoup embêtés par tous les locaux vélos qui devaient caser à rez-de-chaussée. Et nous, on a dit, nous, les vélos, pas de problème, on les prend. Non, au départ, on a dit non. Non, on a dit non. Et après, on a dit oui, parce qu'on s'est dit, on les prend, mais on en fait quelque chose dans le projet. C'est ça. On a fait un tour de négo, là. Et du coup, c'est vrai que toujours dans cette idée du square parisien, comment les événements, c'est les petites fabriques, les grottes. Et puis on avait la grotte du jardin du début de Chaumont, quoi, en tête. Début de Chaumont, voilà. Et du coup, on s'est dit, comment dans ce contexte-là, on pourrait faire du garage à vélo un événement dans le jardin. On a trouvé des petites références. C'était un... On a fait des petites maquettes qui sont pas... On n'avait pas d'imprimante 3D, vous pouvez le constater. Et voilà, on l'a quand même dessiné en 3D, puis on s'était posé la question de comment le réaliser, avec un coffrage, tout ça. Et on a réussi, pour le coup avec Bouygues qui a vraiment joué le jeu, à le faire. Voilà. Et là, ça montre évidemment le parking à vélo, mais pas que, le projet aussi, globalement, qui marche bien. Voilà. Ça, c'est encore quelques temps après. Et là, c'était pour finir. C'était une petite peinture qu'on a fait avec le garage à vélo comme motif, qui est peinture qui est à l'agence. Voilà. Ouais. Donc, en conclusion, je pense je crois que, on a essayé de vous montrer dans ce qu'on avait annoncé, quoi, des situations de relations avec les architectes assez diversifiées, avec des moments parfaits de symbiose et tout ça, et puis des moments plus compliqués. Ce qu'on voulait montrer, et peut-être que c'est l'occasion d'en discuter par la suite, c'est que des fois le travail du paysagiste, c'est aussi de calmer un peu les choses. Je pense évidemment à la cité musicale, mais pas que. Je sais plus ce que je veux dire. Non, que le paysage, c'est aussi un matériau vivant, et que nous, on a nos propres contraintes, et voilà, on maîtrise à peu près nos contraintes, mais c'est vrai qu'il faut toujours... aussi, on ne les maîtrise pas, c'est-à-dire qu'il y a des événements climatiques ou des choses qu'on ne maîtrise pas. Et que nous, on est toujours dans cet équilibre entre avoir une vision de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et d'ajuster toujours dans les projets. Et c'est vrai que pour nous, la négociation continue dans le projet, elle est importante dans la relation qu'on peut avoir avec les partenaires. Et un bon projet, pour nous, c'est quand on arrive à établir ce dialogue-là. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'on essaie aussi de profiter des projets pour avoir une dimension d'échange et de acculturation, de montrer un peu ce que chaque projet est l'occasion de dire les choses qu'il y a à ne pas faire ou à faire. Par exemple, nous, on ne plante pas en sous-face de bâtiments, par exemple. On ne le fait pas, ou on le fait extrêmement rarement, avec beaucoup de négociations. Ce qui fait que, par exemple, il y a plein de projets. Par exemple, on a gagné Brunzo. On est le projet qui a le moins planté, par exemple. Et il y a plein de projets avec de la végétation fourrée à l'intérieur du bâtiment. Ça, nous, on ne le fait jamais parce qu'en entretien, ça ne marche jamais. Ça meurt très rapidement, en fait, à part si vraiment c'est entretenu puissance 10. Et puis, en général, dans la vie d'un bâtiment, il y a toujours des moments de crise, quoi. J'en sais rien, moi. On a à l'agence un bouquin qui parle d'une flore qui a été faite sur la place Vendôme au moment de la Révolution. Donc il faut s'imaginer qu'il y a eu une étape de la place Vendôme où il y avait suffisamment de végétaux qui poussaient entre les pavés pour faire une flore de la place, quoi. Donc il faut s'imaginer que la ville, elle encaisse ce genre de trucs, quoi. Et ce qui est résistant, c'est les aliments, c'est les platanes, c'est les choses qui vivent un peu. Alors évidemment, on a bien conscience que tous nos projets ne vont pas vivre 300 ans, mais quand même, sans vivre 300 ans, il y a aussi plein de situations qui foirent complet. Et on essaie toujours d'avoir une sorte à la fois de prudence
alors notre profession, comme vous l'avez montré, c'est limite pas la végétalisation, mais dans la végétalisation, une vraie prudence, mais aussi une vraie joie, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, les deux vont de pair, quoi. Je pense que le patio de Centrale, ça montre justement qu'une tache verte, ça peut être très riche, quoi. Ce que ça montre aussi, typiquement, et ça touche aussi le projet qu'on fait ensemble, mais ça touche tout en fait à chaque fois, c'est qu'on s'exprime avec les médiums qui sont les nôtres, et que parfois, parce que le verre est assez peu palpable pour vous, on a parfois la volonté de résoudre un problème d'un espace avec du construit, avec de la chose. Voilà. Et nous, potentiellement, juste avec le verre, on peut faire des choses, quoi. Il y a des choses à faire et voilà. On peut avoir une ambition conceptuelle, formelle avec ça, et même s'il faut avoir en même temps, à chaque fois, une conscience de ce que ça veut dire en termes d'entretien, de possibilités, tout ça. Merci. Après, il y a un pot qui nous attend à côté. D'accord. On va discuter et continuer la discussion. Peut-être pas trop question du coup. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve que, en tout cas, nous, pour notre collaboration actuelle, puisqu'on fait le projet de Kiffelner ensemble, ça nous a donné, je pense, un éclairage pour aussi mieux comprendre vers où vous voulez nous amener. Voilà, donc c'est utile, je pense, même pour le projet. Et puis en tout cas, c'est un super projet. Bravo. Une belle force de persuasion, en tout cas, une belle ténacité dans la conduite du projet. Voilà, ça, c'est bien. Donc vous allez mettre des arbres morts dans les pages sous l'hôpital. Non, mais je vais trahir des concurrents potentiels. Non, mais c'est connu en l'occurrence. Non, mais enfin, je veux dire, pour le coup, pareil, je me rappelle, il y avait Mathieu Delorme là, de l'atelier Georges qui nous avait appelé. Ouais, ça va si on met un arbre mort dans un projet. Putain, écoute, on n'a pas le monopole des arbres morts, vas-y. Hein. Donc évidemment, je pense, et clairement, ça fait une palette intéressante, quoi. Et puis pour le coup, les champignons, tout ça. Même par exemple. En fait, c'est pas mort non plus. Hein. Un arbre mort, c'est un arbre qui accueille plein de vie. Et en termes de faune, c'est bon, quoi. Ouais. En termes de faune, c'est bon. En termes de couleur, c'est pas inintéressant. Les champignons, c'est quelque chose, quoi. On les mange pas, ceux-là, en l'occurrence. Oui, il est en pleine terre, je suis pas sûr. Il y a quelques champignons de bois qu'on peut manger. Pas ceux-là. Et après, ça fait partie d'un tout. Par exemple, les végétaux en hiver, nous, on n'est pas triste, quoi. On verse pas une larme quand il y a les végétaux plus de feuilles. Ça fait partie du truc, là. En l'occurrence, là, pour le coup, on ne témoigne rien. Pour le film là, de l'hôpital, il est demandé une vidéo avec des arbres sans feuilles. Voilà. C'est comme ça, quoi. Je veux dire, ça ne veut pas dire que le... Enfin, voilà. On va mettre des persistants. Non, mais pas de persistants, il y a des concurrents.